Un zoom aujourd'hui vert, blanc, rouge, puisque nous allons aborder la figure de l'ancien ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, débarqué du gouvernement le 5 septembre dernier. Pour en parler, je reçois Marie Darmagnac. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Marie Darmagnac, vous êtes journaliste indépendante et vous avez vécu d'ailleurs ces 8 dernières années en Italie, une expérience qui vous a permis de coller au plus près de l'actualité politique italienne et d'écrire cet ouvrage, Matteo Salvini, l'indiscipliné, publié chez L'Artilleur. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi on va parler, je propose qu'on résume un petit peu l'actualité politique de ces dernières semaines, des 2 derniers mois en tout cas. En août dernier, après plusieurs désaccords avec ses alliés du mouvement 5 étoiles, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, annonce qu'il veut sortir du gouvernement, démissionner. Fort de sa victoire aux européennes où il avait remporté plus de 34% des sondages, il réclame de nouvelles élections, des élections législatives, mais le président de la République, Sergio Mattarella, refuse cette proposition et va demander au Premier ministre, donc le président du Conseil, Giuseppe Conte, de former une nouvelle coalition formée depuis donc avec l'ancien rival du mouvement 5 étoiles, le Parti démocratique. Donc Matteo Salvini aujourd'hui est hors jeu. N'a-t-il pas, en demandant ces élections anticipées, fait une énorme erreur tactique? Alors à court terme, sûrement, puisqu'il se retrouve dans l'opposition. Simplement, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière pour comprendre les raisons de ce coup de force, de cet été meurtrier en Italie. En fin mai 2019, Matteo Salvini remporte les élections européennes en Italie. Il arrive à 34,5%, tandis que son allié 5 étoiles, son allié de gouvernement, perd la moitié de ses électeurs, qui donc en fait sont passés vraisemblablement à la Ligue. À partir de ce moment-là, le mouvement 5 étoiles, qui quand même avait vu venir le coup, commence à s'affoler sérieusement, et la coalition qui avait pas mal fonctionné au début ne refonctionne pas à nouveau. Et à ce moment-là, il y a 2 choses. Il y a Matteo Salvini qui essaye de jouer son avantage et d'empiéter de plus en plus l'espace vital de Luigi Di Maio, et celui-ci, en contrepartie, joue une espèce de stratégie de la tension. Donc Luigi Di Maio qui était l'autre premier vice-président du Conseil, donc en dessous de Giuseppe Conte qui était le Premier ministre. Voilà, c'est ça. Donc Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles joue une espèce de stratégie de la tension. Il dit non à tout, aux réformes voulues par la Ligue, notamment sur l'autonomie et les réformes fiscales. Et à partir de ce moment-là, moi je pense, vu la rapidité avec laquelle la nouvelle coalition s'est formée, je pense qu'il était déjà travaillé en coulisses par le Partito Democratico. Et puis, ce qui fait que quand Matteo Salvini, exaspéré par cet immobilisme, tente le coup, une espèce de coup de poker, et laisse tomber la coalition de gouvernement, il pense que les élections vont suivre naturellement. Et à ce moment-là, il se heurte à 2 écueils. D'abord, le mouvement 5 étoiles qu'il pensait, que Matteo Salvini pensait être un parti anti-système, en fait, ne l'est pas, puisqu'il n'hésite pas à s'allier avec le Parti démocrate. Donc son ancien rival. C'est plus que son ancien rival, c'était vraiment sa bête noire. C'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles s'est construit contre le Partito Democratico. De Matteo Renzi, qui était l'ancien Premier ministre italien. Absolument. Et c'est Nicola Zingaretti qui lui a succédé à la tête du Parti démocrate. Et à ce moment-là, Matteo Salvini n'a pas non plus, je pense, bien évalué la force des institutions italiennes, puisque Sergio Mattarella, comme c'est son droit, a poussé à fond la logique institutionnelle en refusant de donner de nouvelles élections et du coup en poussant le plus possible à la création de cette nouvelle coalition qui, à mon sens, est encore plus incongrue que la précédente. Est-ce que vous croyez, malgré son incongruité, à la pérennité de cette nouvelle coalition de gauche ? Alors justement, les récents événements nous ont montré qu'on ne peut jamais faire de prédictions en Italie. Franchement, je n'en sais rien. Je trouve que, et je ne suis pas la seule bien sûr, que cette coalition est quand même assez bancale. Je doute qu'elle termine la législature, mais on ne sait jamais parce qu'il y a quand même deux enjeux importants pour ce Parlement qui donc est
est toujours dominée en fait par les 5 étoiles. Il y a 2 enjeux importants, c'est l'élection du prochain président de la République qui se fait par le Parlement et éventuellement une nouvelle loi électorale qui serait en fait une loi anti-Salvini. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini avait d'ailleurs décrété plusieurs textes en matière de sécurité. Comment est-ce que vous pensez que les démocrates, donc les nouveaux alliés du Parti 5 étoiles, vont-ils s'accommoder de ces textes qui avaient été votés donc, par l'ancienne coalition ? Alors effectivement, le Parti 5 étoiles et Giuseppe Conte ont voté dès demain vraiment le plus fort possible, et ils l'ont soutenu, cette loi sécurité et immigration, dite loi Salvini, dont les points forts étaient bien sûr l'arrêt de l'immigration clandestine, le coup porté à l'immigration clandestine en Italie. Alors c'est sûr que cette volte-face du mouvement 5 étoiles est quand même assez difficile à avaler. Je ne sais pas quels sont les rapports qu'ils ont à ce sujet, quelles sont les discussions entre les 5 étoiles et leur nouvel allié, le Parti démocrate. Ce qui est sûr, c'est que il n'y avait pas un quart d'heure que Matteo Salvini était parti, que ces lois étaient détricotées. C'est-à-dire que les navires des ONG qui étaient interdits d'accoster en Italie ont été autorisés à le faire, etc. Alors, Matteo Salvini a donc été ministre de l'Intérieur italien pendant un tout petit peu plus d'1 an. Est-ce que vous pouvez revenir sur le bilan de cette gouvernance ? Alors, il y a plusieurs choses à relever. Alors, d'abord, la première chose quand même, c'est que il a fait trembler l'Europe quand même sur ce sujet-là, sur ce sujet de l'immigration, avec notamment l'affaire de l'Aquarius, en refusant le débarquement des migrants, en disant au plein cœur de l'été 2018, nous ne sommes pas le camp de réfugiés de l'Europe, et en remettant le sujet sur la table, notamment à Bruxelles, qui bien sûr faisait la sourde oreille depuis des années à toutes les demandes d'aide que lui faisait l'Italie, que lui portait l'Italie. Il faut savoir que depuis 2011, il y a à peu près 650 000 personnes qui ont débarqué en Italie, donc des clandestins. Ce qui engendre quand même beaucoup de désordre. Il y a toute une organisation derrière. Et voilà, donc ça c'était une première chose qu'on peut vraiment, je pense, porter à son crédit. Après, il y a des mesures comme les dernières mesures, ça a été des amendes très fortes qui auraient été infligées, mais malheureusement la coalition n'est plus au pouvoir pour ça, mais c'est des amendes très fortes qui auraient été infligées à ces navires qui bravaient l'interdiction de ne pas pénétrer dans les eaux territoriales italiennes. Et puis il y a aussi par exemple le démantèlement du plus grand camp de réfugiés de l'Europe à côté de Catane. Il y a pas mal de mesures donc dans ce sens-là qui ont été prises par Matteo Salvini. Alors ça c'est en matière d'immigration. Vous évoquez également dans votre ouvrage le fait que voilà donc Luigi Di Maio et Salvini se sont entendus sur le dégagisme et sur la critique de l'Union européenne, mais j'aimerais qu'on revienne donc sur la politique migratoire. Et vous l'évoquez dans votre ouvrage, le nombre de clandestins arrivés par la mer aurait diminué donc de 80% entre 2017 et 2018, mais c'est quand même des chiffres, je suppose, qui viennent du ministère de l'Intérieur. Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut savoir le nombre d'immigrés qui arrivent par bateau, par petits bateaux de fortune sur les plages et qui après disparaissent? Donc est-ce que c'est pas aussi ce chiffre de 80% un peu un effet d'annonce? Le chiffre de 80%, ça correspond à ceux qui ont été enregistrés en fait. Donc cette baisse de 80%. Il est évident, et là on le voit, moi je l'ai vu même dans des journaux télévisés, des images dans les journaux télévisés italiens, on voit des embarcations de fortune débarquer un peu partout dans le sud de l'Italie. Et après, ils disparaissent dans la nature. Et souvent, ce sont ces immigrés qui sont donc à ce moment-là en situation irrégulière, sont employés par la mafia avec des salaires de misère. Ils sont littéralement réduits en esclavage. Donc, c'est vraiment pas une solution. On a souvent entendu le pape François s'exprimer sur la question migratoire en Italie. On sait que le pape François est très favorable à l'accueil en Europe des migrants. Comment se répartit le vote catholique en Italie ? Alors le vote catholique en Italie, en fait il y a eu une grosse surprise après les élections européennes.
il y a un sondage qui a été réalisé, parce que ces 34% de votes, il faut bien les trouver quelque part. Et on a vu que la majorité des catholiques qui ont voté, malgré une forte abstention donc de leur part, ceux qui ont voté en majorité pour la Ligue. Et le chiffre qui vient juste après, c'est ils ont voté pour le parti Fratelli d'Italia, qui est un parti post-fasciste, dirigé par Giorgia Meloni. Donc ça veut dire quand même plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a une vraie fracture quand même entre l'opinion publique catholique italienne et la hiérarchie de l'Église. Et ça, je pense, je ne suis pas sûre qu'il l'ait vu venir, que l'Église l'ait vu venir. Et je crois que ce discours quand même très exclusif pro-migrants a choqué beaucoup d'Italiens qui sont par ailleurs quand même engagés beaucoup dans des activités caritatives, des œuvres de bienfaisance pour secourir les plus pauvres et les plus démunis. Alors j'aimerais à présent qu'on revienne sur la personne en elle-même de Matteo Salvini, celui donc qui a été pendant près d'un an le vice-président du Conseil des ministres. Personne n'avait vu son potentiel, même pas son chef de parti qui était à l'époque Umberto Bossi. Quelle a été, Marie d'Armagnac, la stratégie de Matteo Salvini entre ses 17 ans en 1990 lorsqu'il s'inscrit à la Ligue lombarde jusqu'à son élection à la tête de la Ligue du Nord en 2013? Alors c'est le parcours d'un militant. Effectivement, il s'inscrit en 2017, à 17 ans à la Ligue, parce qu'il a vu un tract traîner dans les couloirs de son lycée. Je suis lombard, je vote lombard. Donc il s'inscrit d'abord dans un parti qui à l'époque est régionaliste. C'est un parti qui est assez exclusivement tourné vers le Nord, qui est dirigé par un chef qui est assez charismatique, Umberto Bossi. Et quelle est leur stratégie ou leur façon d'être et leur façon de faire? Eh bien, c'est le militantisme. C'est la base, c'est les tractages, les collages, les discussions avec les gens, les espèces de committee, comme ils disent, des espèces de petits meetings organisés à chaque coin de rue pendant les campagnes électorales locales. Et leur stratégie, c'est d'abord, bien sûr, l'implantation locale. D'abord à un petit niveau, dans les années 80, au moment de la naissance de la Ligue. Mais 10 ans plus tard, quand même, ils arrivent au gouvernement. Puisque dans un pays où le mot coalition n'est pas un gros mot, Silvio Berlusconi comprend, qui dirige le parti Forza Italia, comprend qu'il a besoin de la Ligue pour gouverner, et donc ils vont faire partie des différents gouvernements Berlusconi. Et puis en 2012, l'entourage de Bossi est impliqué dans de gigantesques malversations financières, de détournement de fonds publics, et à ce moment-là, Matteo Salvini, qui s'est engagé entièrement en politique à la Ligue, à ce moment-là, se présente, et les militants qui le connaissent bien, qui le connaissent depuis longtemps, se tournent vers lui. Et donc l'élise à la tête de la Ligue en 2013. Et entre-temps, il était donc entré au conseil municipal de Milan. Il était devenu ensuite journaliste. Je reprends un peu la chronologie que vous évoquez dans votre ouvrage. Il devient journaliste pour une radio. Qui est la radio de la Ligue. Il est même à ce moment-là salué pour ses talents de communicant par Berlusconi en personne. Il est élu député, ensuite député au Parlement européen et donc enfin la consécration, élu secrétaire fédéral de la Ligue du Nord en 2013. L'année suivante, en 2014, la Ligue du Nord ne recueille que 6,15% aux élections européennes contre 34% aux dernières élections européennes donc de 2019. Là, comment a-t-il fait pour retaper son parti, la Ligue du Nord, donc pour passer de 6 à 34% en une mandature européenne? En fait, quand il reprend les rênes de la Ligue, en 2013, son premier défi quand même, c'est d'assurer la survie du mouvement. Donc ce 6% européennes de 2014 est un score bas, bien sûr, mais il partait de 3-4%. Donc il se dit, bon, au moins le parti survit. Et à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle stratégie qui se met en place, c'est-à-dire qu'il fait évoluer le parti de la Ligue du Nord à l'époque, vers un parti national. Il lui donne une envergure nationale. Il adopte de nouveaux thèmes. En fait, il comprend que le danger n'est plus au sud, c'est-à-dire ce n'est plus le sud de l'Italie, comme il l'a dit quand même pendant des années, et comme tous les gens de la Ligue, mais le danger se trouve au nord, c'est-à-dire à Bruxelles. Et à ce moment-là, il entame une campagne
de proximité, y compris dans le Sud. Il apprend à connaître les gens du Sud. Il se rend compte qu'eux aussi se disent victimes et sont victimes de la mainmise de Bruxelles sur la souveraineté des États. Et puis, en même temps, ça coïncide quand même avec le début des vagues migratoires assez impressionnantes qu'on a vues ces dernières années. Et donc, il fait évoluer son parti, il le fait évoluer en quelque sorte avec son temps, en phase avec son époque. Comment, et ça vous l'évoquez assez peu, Marie d'Armagnac, dans votre ouvrage, la relation, en tout cas peut-être le combat que Matteo Salvini mène face aux mafias italiennes? Alors, en fait, effectivement, j'en parle assez peu. Le combat contre l'immigration et le combat contre la mafia, en fait, sont très liés. Puisque en fait, ceux qui arrivent de façon clandestine sur les bords de la Méditerranée et qui accostent en Italie sont généralement recrutés après, quand ils n'ont pas de travail, ils sont venus sans visa et sans permis de travail, sans projet bien défini. Ils viennent enrichir les mafias. Ils viennent en fait enrichir les mafias. Et il l'explique dans un de ses ouvrages, un ouvrage paru en 2019, il explique que combattre l'immigration clandestine, en fait, c'est combattre la mafia. Et c'est vrai que pendant ses 14 mois de ministre de l'Intérieur, il a également beaucoup combattu la mafia en accordant notamment des fonds supplémentaires aux forces de l'ordre, précisément pour combattre la mafia, parce qu'en fait, tout est lié. Alors, en plus de cette transformation de son parti d'un mouvement régionaliste vers un parti national, Matteo Salvini va commencer à nouer des ententes avec d'autres partis, par exemple le Front National au Parlement européen de Marine Le Pen. Oui. Il va également faire des rencontres avec des hommes d'État comme Poutine en 2014, Trump en 2016. Donc là, il comprend vraiment qu'il peut avoir une envergure à l'international et c'est ça qui va le porter vers ce score de 34%. C'est sûr qu'il ouvre vraiment la Ligue à l'international et il donne une envergure peut-être qu'elle n'avait pas encore. Il est l'un des premiers à comprendre quelle peut être la destinée de Trump, puisque quand il va le rencontrer, il n'est pas élu encore. Il est en candidature en fait. Donc voilà, je pense il a compris qu'il y avait peut-être une internationale souverainiste qui pouvait quand même commencer à se constituer. Et son objectif, c'était d'en prendre la tête pour les européennes de 2019, ça c'est sûr. Et donc son accession, ça les médias en avaient beaucoup parlé, son accession au gouvernement italien et donc sa coalition, en tout cas son gouvernement partagé avec le mouvement 5 étoiles, c'était quelque chose qui avait été décidé avec Monsieur Berlusconi, l'ancien Premier ministre italien, qui avait donné son accord à cette coalition. Son accord in fine. Voilà, parce qu'en fait, le résultat des législatives de 2018, aucune majorité se dégage, bien sûr. Donc il va falloir former une coalition. Ils ont quand même mis 2 mois à y arriver. La Ligue, qui faisait partie de la coalition de centre-droit avec Fratelli d'Italia et Forza Italia, ces 3 partis-là n'arrivaient pas à la majorité ensemble. Donc ils ont essayé de tourner le problème dans tous les sens. Ça a duré 2 mois de tractation entre les uns et les autres. Et à la fin, en fait, la Ligue a fini par se rapprocher du mouvement 5 étoiles avec lequel ils arrivaient à former une majorité. Matteo Salvini, et ça vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, est souvent perçu comme un homme de gauche. D'où vient cette fibre sociale? Mais dès le début, en fait ça vient de la Ligue. Dès le début, Matteo Salvini est très préoccupé. C'est un Italien moyen, c'est un Italien de base. Il ne vient pas des hautes sphères, il vient pas de la petite bourgeoisie milanaise. Absolument. Il a une enfance italienne qui ressemble à celle de millions d'Italiens. Son grand-père l'emmène faire la pêche. Voilà, il l'emmène pêcher. Il aime aller au stade. Voilà. Il aime évidemment aller au stade San Siro à Milan soutenir son équipe, comme tous les Italiens qui se respectent. C'était l'équipe de Berlusconi d'ailleurs. Voilà. Et puis à ce moment-là, ça et puis l'expérience, je pense, de conseiller municipal à Milan, où il traite des problèmes très concrets de quartier, des problèmes de quartier. Ça, et puis l'expérience de Radio Padania, qu'il a fini par diriger, et ça a duré quand même plusieurs années, où il y avait des émissions sans filtre, où les gens intervenaient, racontaient, l'insultaient, enfin c'était assez vif, parce que c'est quand même très italien, donc
il y avait un côté un peu bouffon parfois, lui fait connaître et lui fait comprendre et appréhender le mieux, au plus près, le quotidien des gens. Et je pense que cette fibre sociale vient de là. Alors on dit aussi qu'il a fréquenté le centre social de Leoncavallo. Il a pu y aller, il est revenu dessus d'ailleurs en 2019, il a pu y aller quelques fois comme tous les lycéens de son époque. Mais c'est pas pour autant que c'est un homme de gauche. En revanche, c'est un homme qui réellement a la fibre sociale. Et à tel point qu'il y a quelques jours seulement, un des ténors du Parti démocrate italien, donc de gauche, a dit il faut qu'on lui reprenne le social. Oui, il était devenu vraiment le leader de ce gouvernement de coalition avec le mouvement 5 étoiles. Et donc, un électorat très populaire, oui. Cette fibre sociale va aussi l'amener à développer une communication très, très forte, une très bonne communication avec, gens, oui. avec tous ses électeurs. Quelle est la méthode Salvini en matière de communication? Alors, il est, comment dire, aidé sur ce plan-là par un docteur en philosophie qui s'appelle Luca Morisi, qui est un militant des débuts de la Ligue, mais qu'il n'a pas rencontré à la Ligue, mais sur Facebook, via Facebook, et qui, à ce moment-là, lui met en œuvre une stratégie qui est en fait une sorte de caisse de résonance. C'est-à-dire que quand il passe dans une émission de télé, aussitôt c'est annoncé sur Twitter, puis les militants peuvent le suivre sur Facebook. Il y a une interaction, voilà, il y a une interaction très forte avec les militants à travers les likes, les commentaires, ou positifs ou négatifs d'ailleurs. Et tout ça en même temps, ce qui fait que même celui qui n'a pas vu cette émission de télé ou qui n'est pas allé à ce meeting ou qui n'a pas suivi cette interview dans la presse écrite est forcément au courant, puisque l'homme de la rue, l'italien, est rejoint de toute façon par un média quel qu'il soit. Et ça, c'est la force d'une communication. En revanche, c'est le système qu'il appelle télé-réseau-territoire, donc voilà. Les médias et le territoire ensemble au même moment. Voilà, c'est ça. En revanche, et ça, le fameux Luca Morisi, qui est très discret, l'a quand même dit à plusieurs reprises, il a donné très peu d'interviews, mais il l'a quand même dit, le maître de la communication de Matteo Salvini, ça n'est pas moi, c'est Matteo Salvini lui-même. Je suis allée le voir en meeting, effectivement, pour voir si c'était pas de la propagande en fait. Et on le voit en meeting, il est vraiment proche des gens et très à l'aise. Ça dure 1 heure minimum après chaque meeting. Selfie, parce qu'on l'appelle aussi Selfini, etc. Et il est assez naturel en fait. Il y a un côté assez authentique. Alors évidemment, il y a une part de communication très calculée, ça c'est sûr, c'est très organisé, mais il est quand même naturellement très accessible. Alors il est bon sur la forme, mais il a également des qualités sur le fond. Il a su s'entourer d'intellectuels, d'universitaires, notamment 4 pointures en matière d'économie. Oui. Voilà, Paolo Savona qui a failli devenir ministre de l'économie, Claudio Borghi, Alberto Bagnai, Antonio Rinaldi. Tout ça, c'est des gens qui viennent soit de la gauche, soit de la droite. Oui, et qui ont comme point commun d'être des intellectuels, des chercheurs, des universitaires. Paolo Savona a une envergure que personne ne conteste, surtout pas dans les milieux d'affaires, dans les milieux institutionnels. Et malgré cela, comme il a des positions assez eurosceptiques, Sergio Mattarella n'en a pas voulu comme ministre de l'économie. Et depuis, en fait, pendant la coalition Ligue 5 étoiles, il était ministre des Affaires européennes pendant quelques mois. Puis ensuite, il est allé à la Consob, qui est le gendarme boursier italien. Alors c'est un petit peu le tabou en France comme en Europe sur les relations que les États doivent entretenir avec l'Union européenne ou avec la zone euro, la monnaie unique, l'euro. Qu'est-ce que pense Matteo Salvini de l'Union européenne, de la zone euro? Est-ce qu'il faut négocier? Est-ce qu'il faut en sortir? Est-ce qu'il faut y rester pour peut-être éventuellement réformer de l'intérieur? Alors c'est un pragmatique quand même. Donc ça c'est quand même... et c'est un trait de caractère et c'est un principe d'action qui est très italien. Il voit les choses. Il voit que l'Italie n'a rien gagné depuis qu'elle est dans la zone euro, alors que l'Italie est un des pays fondateurs de l'Union européenne et était à l'époque l'un des pays les plus europhiles qui soit. Et l'introduction de la monnaie unique ne lui a absolument pas bénéficié. Les Italiens n'ont pas réussi à récupérer de la crise de 2008.
Et donc Matteo Salvini se dit, moi je suis un Européen convaincu, on va essayer autant qu'on peut de changer la direction de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, et on va essayer de renégocier les traités. Après, c'est un petit peu David contre Goliath, et il est évidemment pas sûr qu'il y arrive. Marie d'Armagnac, je rappelle le titre de votre ouvrage. En tout cas, on verra si Matteo Salvini, dans les mois prochains, arrive à reconquérir. En tout cas, il est encore très haut dans les sondages. Il est à peu près à 40% de... Non, il est un petit peu descendu depuis le mois de juillet, mais il est quand même encore à 35-36%. C'est le premier parti italien. Et il y a des élections locales qui arrivent, qui sont assez importantes, qui arrivent en octobre, novembre, etc. Des élections régionales, notamment en Ombrie. Et ce sera un test très intéressant parce que ce sont des régions qui, historiquement, sont très à gauche. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, c'est Matteo Salvini, l'indiscipliné, publié chez L'Artilleur. Merci Marie d'Armagnac d'être venue sur le plateau de TV Liberté. Merci madame. beaucoup.